Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SES Média. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet mondial qui concernait 59% des Français en 2019. En effet, nous allons parler des relations amoureuses. Nous verrons ces aspects sociaux, économiques et politiques. Et pour cela, nous ferons appel à différents spécialistes qui tenteront de répondre à nos questions. Sommes-nous vraiment libres de choisir notre conjoint ou notre conjointe? C'est donc la première question à laquelle nous faisons face et pour laquelle nous allons faire appel au sociologue Oscar Rosales qui base son analyse sur un document de l'INSEE extrait du Centre d'observation de la société. Ce document date de 2010 et nous expose la répartition des hommes mariés en fonction de leur diplôme et celui de leur conjointe. En effet, sur ce graphique figure bon nombre de données intéressantes à exploiter. Cependant, aujourd'hui, nous n'en traiterons que certaines, telles que la donnée entourée en rouge et la diagonale. Nous pouvons observer sur la colonne de gauche les différents diplômes obtenus par des hommes et sur la ligne du haut, ceux obtenus par leur conjointe. La donnée entourée en rouge expose que 41% des hommes sans diplôme sont mariés à des femmes, elles aussi sans diplôme. Ça représente quasiment un homme non diplômé sur deux. Ensuite, la diagonale. Cette dernière est assez représentative car nous pouvons remarquer que dans la quasi-totalité des cas, c'est cette donnée qui est la plus importante. En effet, il y a plus de mariages entre hommes et femmes sans diplôme, entre hommes et femmes ayant un CAP ou un BEP, et entre hommes et femmes ayant un bac plus 2 ou plus 4. Dans les autres cas, les données sont plus ou moins proches de la diagonale. Sans analyser entièrement le document, nous pouvons en déduire que les hommes et femmes ayant obtenu les mêmes diplômes auront plus tendance à se marier entre eux. Et cela s'explique par les rencontres. En effet, les individus peu diplômés auront moins de chances dans leur vie de côtoyer des gens mieux diplômés. Et ce phénomène a un nom, il se nomme l'endogamie et il consiste au mariage entre deux personnes de même milieu social. Dans quelques instants, nous allons répondre à notre seconde question de sociologie. Le mariage a-t-il toujours eu le même sens dans le temps? Et comme vous l'avez certainement deviné, la réponse est non. Nous allons voir pourquoi et comment, grâce au documentaire d'Europe 1, Au cœur de l'histoire, le mariage, toute une histoire. Pour commencer, revenons à l'Antiquité gréco-romaine où tout le monde ne se mariait pas, car pour être marié, il fallait pour l'homme être citoyen et pour la femme être fille de citoyen. Aussi, il n'était pas question d'amour. Le mariage était plus quelque chose de social. En effet, les jeunes filles étaient mariées très tôt, vers l'âge de 12-13 ans, pour s'assurer de leur virginité. Et elles rencontraient très souvent leur mari pour la première fois le jour du mariage. À cette époque aussi, les femmes pouvaient divorcer très facilement car elles étaient en libre possession de leur dot, cet héritage familial qui constituait une certaine somme d'argent. À l'arrivée du christianisme avec Constantin et l'édit de Milan en 313, le mariage change du tout au tout. En effet, il devient indissoluble. Lorsqu'on se marie, c'est pour la vie. Cependant, cela ne s'applique pas pour les personnes haut placées comme les rois, les ducs, etc. En 1215, il devient un sacrement, ce qui implique qu'il doit être célébré à l'église et non plus dans une maison, ce qui était autrefois le cas. Et c'est là qu'apparaissent les anneaux de mariage, le fameux symbole de l'union entre deux personnes. Et ce symbole a une histoire. En effet, il y a une croyance selon laquelle un fin nerf relierait l'annulaire gauche au cœur. Puis, à la Révolution française surgit un tout nouveau mariage, le mariage civil, et c'est celui qui nous concerne le plus car c'est le même qu'aujourd'hui. Le mariage religieux devient alors civil, même s'il ne disparaît évidemment pas. Le divorce est alors réaccepté, on se marie beaucoup, mais on divorce beaucoup aussi. Cependant, il sera de courte durée, car Louis XVIII l'interdira, puis il sera rétabli en 1884 par la loi Naquet. À cette époque, le mariage est civil et religieux. Si on veut se marier à l'église, il faut aussi passer devant le maire. Louis XVIII supprime le divorce, mais pas le mariage civil. Le mariage est alors très contraignant, notamment pour les femmes, car l'homme est le chef de la maison. Le divorce est alors rétabli à la fin du XIXe siècle, mais il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour le divorce par consentement mutuel. Avec ces évolutions, les lois aussi ont changé. Et l'exemple le plus parlant
et l'avènement du mariage pour tous promulgué le 17 mai 2013, où il rend accessible le mariage aux personnes de même sexe. Cependant, cette loi a eu du mal à se faire adopter par le peuple français, car elle remettait en question les fondements de la famille, qui sont ceux qui présenteraient qu'une famille est constituée d'un père et d'une mère. Merci beaucoup, Monsieur Rosales. En conclusion, nous avons vu que nos rencontres dépendent en partie de nos diplômes et que le mariage évolue au fil du temps, en passant d'un mariage tôt religieux et visant à assurer une descendance à un mariage plus tardif, civil et arrangeant. Intéressons-nous maintenant à l'aspect économique des relations amoureuses. Et pour cela, nous avons fait appel à l'économiste Amandine Rouclin, qui nous aidera à éclaircir quelques points, notamment sur les applications de rencontres. Bonjour à tous. En effet, aujourd'hui je vais vous parler d'une application de rencontre que vous connaissez sûrement, Mythique. Nous allons aussi parler du divorce et de ses coûts et bénéfices. Mythique, une entreprise de rencontres française fondée par Marc Simoncini en 2001 et qui compte 60 millions d'utilisateurs actifs par mois, disponible dans pas moins de 47 langues et dans 150 pays, ce qui constitue une entreprise bien implantée dans le monde. Mythique constitue un vrai marché de la rencontre. Vous avez probablement déjà entendu cette expression, mais savez-vous en quoi elle consiste ? Lorsqu'on parle de marché, il doit avoir une offre et une demande. Et c'est typiquement le cas ici. Le site met à disposition des services de rencontre, c'est l'offre. Et l'utilisation par la recherche d'un profil, c'est la demande. Et le site vit aussi par l'argent des messages envoyés, car oui, pour échanger, il faut payer. On parle donc de marché de la rencontre, car il y a une offre, une demande et l'échange est payant. On pourrait presque comparer ce site à un marché de fruits et légumes, car on recherche ce que l'on préfère en fonction de nos goûts ou de nos préférences. Cela peut faire écho à une autre application de rencontre, Fruits, où l'on représente ce que l'on recherche par des fruits. Enfin, certaines entreprises peuvent vivre en vendant l'amour, c'est donc le cas de ces applications de rencontres, Fruits, Mythique ou Tinder pour les plus jeunes, mais aussi des entreprises et boutiques peuvent vivre grâce au mariage, en vendant des robes, des dragées ou qui organisent le déroulement du mariage par exemple. C'est aussi le cas des magasins qui proposent des cadeaux pour la Saint-Valentin et des nombreuses émissions de télé-réalité qui vendent des dramas ou des amours parfaits. Mais parlons maintenant du divorce et de ses coûts. Il a donc des avantages et des inconvénients. Les avantages sont multiples, comme par exemple la possibilité de sortir d'une mauvaise relation et d'en envisager une nouvelle qui pourrait mieux satisfaire ses besoins et envies. C'est ce qui s'appelle trouver un meilleur appariement. Cependant, il y a aussi des désavantages comme les coûts d'opportunité ou les coûts financiers qui s'ensuivent. En coûts financiers, on peut retrouver la pension alimentaire ou le coût du divorce mutuel ou consensueux qui s'estime entre 1 000 et 8 000 euros par personne en fonction de sa forme. Et en coûts d'opportunité qui peuvent se définir par le renoncement d'un investissement au profit d'un autre, on peut retrouver par exemple le fait de vendre sa maison, de créer un mauvais climat familial ou de perdre ses amis. Intéressons-nous enfin à l'augmentation des divorces. Cette augmentation s'explique par différents facteurs et tout d'abord par la baisse de natalité. Car tout d'abord, plus le nombre d'enfants augmente, plus il est difficile de les garder, notamment car les femmes sont moins au foyer qu'avant. Aussi, pour les familles recomposées, si les deux partenaires ont des enfants, cela peut devenir difficile au niveau de l'entente et du planning des parents. Et le divorce peut être mal vécu par les enfants. Ainsi, la baisse de natalité permettrait aux deux conjoints de divorcer plus librement, sans avoir à l'esprit la charge des enfants. Enfin, l'augmentation des divorces s'explique par l'évolution des lois, donnant ainsi accès à plus de droits pour divorcer, notamment pour les femmes. Ainsi, celles-ci ne sont plus obligées d'être mariées pour être acceptées dans la société et ne perdent pas leur statut social. Merci beaucoup. En conclusion, l'amour a plus qu'une valeur sentimentale. Il a une valeur économique. C'est ce que nous avons pu constater grâce aux nombreuses applications de rencontres et grâce notamment aux coûts dus au mariage et au divorce. Et enfin, nous avons pu expliquer l'augmentation du nombre de divorces. Enfin, dans une dernière partie, nous nous intéresserons à l'aspect politique
des relations amoureuses, et notamment l'avènement du mariage homosexuel. Pour cela, nous avons fait appel à la spécialiste Aurore Dubois. Bonjour, en effet je vais vous parler de cette loi presque toute neuve du 17 mai 2013 qui a suscité beaucoup de manifestations à travers la France. Tout d'abord, ce projet de loi a débuté en 2012 lors de la campagne électorale de François Hollande. Et elle avait pour but de toucher une nouvelle communauté beaucoup mise à l'écart, mais aussi de gagner de nouveaux électeurs. François Hollande s'est fait élire le 15 mai 2012 et la loi du mariage pour tous et pour l'adoption aux familles homoparentales a été définitivement acceptée le 23 avril 2013 et a été promulguée par le président le 17 mai suivant. Cette loi a permis de grandes avancées, notamment pour le droit des couples homosexuels, mais aussi pour la mentalité des Français. Cependant, sur le moment, cette loi a créé de grands débats et manifestations, rassemblant ainsi plusieurs milliers de personnes. Mais aujourd'hui encore, la communauté LGBTQIA+ subit des violences quotidiennes. Rien qu'en 2021, 2170 crimes et délits ont été enregistrés et seulement 5% des victimes portent plainte. Et ces violences sont en hausse, se multipliant notamment par l'arrivée des nouvelles technologies. Ainsi, 12% des violences sont commises dans un lieu public, 13% dans le commerce et services, 15% dans le cercle familial et 18% en ligne. En conclusion, grâce aux spécialistes que nous avons rencontrés, nous avons pu en apprendre plus sur les aspects sociaux, économiques et politiques des relations amoureuses. Nous en savons maintenant plus sur le phénomène de l'endogamie et l'évolution du mariage dans le temps. Nous avons aussi vu le coût de l'amour avec les applications de rencontres et le divorce. Et enfin, nous avons pu nous pencher sur le mariage homosexuel et les manifestations qui ont suivi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ce programme vous a plu, que vous en savez un peu plus sur les relations amoureuses. SES Média vous remercie et vous souhaite une bonne journée.